Alors, nous allons maintenant passer au débat des tables rondes, puisque notre forum est construit autour de 3 tables rondes et avec quelques interventions magistrales entre eux, ces différentes tables rondes, parce que nous avons choisi 3 thèmes de bataille, notamment entre les démocraties et les régimes autoritaires. La bataille naturellement économique, que ce soit sur l'emploi, sur la monnaie, sur l'innovation, sur le spatial, sur les tarifs douaniers, c'est la table ronde de l'économie. Après, nous verrons les sociétés, les valeurs sociétales, les sociétés civiles, le groupe, l'individu, enfin tout ce qui est civilisationnel. Et puis troisièmement, cet après-midi, nous verrons la gouvernance mondiale, le multilatéralisme, son avenir, la force contre le droit, les institutions internationales fragilisées. Donc nous allons maintenant débattre de l'économie et je vais demander à cette tribune de bien vouloir nous rejoindre. Félicie Burelle, qui est la directrice générale d'OP Mobility, une femme à la tête d'une très grande entreprise qui, dans cette compétition mondiale, a non seulement une quarantaine d'établissements en Chine, mais aussi plus de 6000 salariés aux États-Unis. Donc l'entreprise est bien placée pour parler de ces tensions. Merci à Félicie de nous avoir rejoints. J'appelle Étienne Giros, qui est le président de SIAN, c'est-à-dire cette organisation des entreprises avec l'Afrique. C'est le grand expert africain, mais en même temps un homme d'entreprise qui connaît bien les tensions internationales. Il pourra s'en expliquer. Je le remercie d'être avec nous. Philippe Ly, qui nous vient de Corée du Sud, évidemment. Il est avocat et il est président d'une think tank qui s'appelle KI. Et il a été le président de la Chambre de commerce de Corée et des entreprises françaises. Monsieur Montero, qui est le président de la Confédération des entreprises portugaises. Le Portugal, c'est un peu un rayon de soleil qui arrive là, parce que le Portugal a redressé ses finances publiques, a redressé beaucoup de choses. Et nous, on voit bien qu'on va avoir un certain nombre de chemins à construire. Et le Portugal peut-il être un exemple? Nous allons en parler. Alors, on commence avec Félicie Burelle pour qu'elle nous dise un peu quels sont les grands enjeux pour les entreprises aujourd'hui de cette compétition internationale, la bataille de la compétitivité, bien sûr, mais aussi les pressions de ces tensions internationales, et notamment Chine et États-Unis. Vous êtes à la tête d'un grand groupe familial, mais grand groupe quand même, et qui est très présent en Chine, très présent aux États-Unis. Donc vous voyez un peu l'évolution de ces pressions qui sont d'un côté et de l'autre. Pouvez-vous nous en parler et comment une entreprise mondiale, française mais mondiale, peut-elle vivre cette situation internationale de compétition, voire de tension ? Merci Jean-Pierre. Alors peut-être quelques éléments de contexte pour comprendre pourquoi c'est si important. Effectivement, notre métier aujourd'hui consiste à accompagner les constructeurs automobiles, mais aussi de camions, de trains, pour être auprès d'eux à travers le monde et leur fournir des composants dans les meilleurs délais. Alors on est sorti d'un cycle de croissance soutenue et constant en 2019, où en fait le monde se préparait à mettre en place une capacité pour construire chaque année 100 millions de véhicules à travers le monde. Et puis sont arrivés des événements successifs. Alors le premier, c'était lié au Dieselgate, aux tricheries de Volkswagen, toute la norme européenne autour des normes d'émissions de CO2. S'en est suivi bien sûr le sujet, la crise liée au Covid, qui ensuite a entraîné un certain nombre de ruptures de chaînes d'approvisionnement, dont l'enjeu très, très fort autour des semi-conducteurs, puis la crise de l'énergie en Ukraine, les tarifs. Et donc jamais notre industrie a connu autant d'événements qui sont venus perturber cette industrie qui était globalisée, et avec toujours ce souci d'être dans les plus courts délais. Donc notre industrie a dû complètement se réinventer face à, on va dire, cette fragmentation mondiale et à ce repli sur soi de ces 3 régions. Et on a pu constater qu'effectivement ces 3 régions, aujourd'hui plus que jamais, avancent à des rythmes, que ce soit la régulation, que ce soit la technologie et bien sûr la géopolitique, à des rythmes très différents.
Et force est de constater malheureusement que dans ce panorama mondial, l'Europe se retrouve entre la Chine, qui est pour nous le premier marché mondial, avec 25 millions de véhicules, donc on ne peut pas ne pas y être. Et le deuxième marché, qui sont les États-Unis, qui aussi sont indispensables pour toute société qui œuvre dans notre secteur. Donc plus que jamais, on doit s'adapter, avoir maintenant des stratégies régionales, que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes de développement d'expertise, mais ça va aussi sur des questions même qui peuvent paraître au début triviales. Quel est le choix de la société que je vais prendre pour mon infrastructure informatique ? Je ne peux pas prendre le risque d'aller chercher une société qui soit chinoise pour fournir de manière globale l'infrastructure. Que faire si demain il y a des sanctions et je dois opérer une séparation des systèmes? Donc tout ça, plus que jamais, vient impacter la stratégie des entreprises et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Donc c'est très nouveau en termes de comment doit-on s'organiser, prendre en compte ces enjeux-là, et puis bien sûr s'adapter aux besoins des clients, en termes de technologie, en termes de produits, qui sont très différents d'une région à l'autre. Alors je vais prendre peut-être deux exemples plus concrets. Le premier, celui de l'hydrogène. Nous avons, en tant que société, pris le pari de l'énergie hydrogène et de produire des systèmes pour des voitures, alors pas plus des camions, tout ce qui est mobilité lourde, qui, on est convaincu, à horizon 2030, commencera à décoller en termes de systèmes de propulsion. Alors, juste après le Covid, l'Europe a annoncé un plan de presque plus de 10 milliards dans le sujet pour booster l'hydrogène, voyant dans l'hydrogène aussi la possibilité de gagner, de prendre une place, un leadership technologique très fort, alors même que le choix de la batterie n'est absolument pas maîtrisé en Europe, puisque ce sont les Asiatiques essentiellement qui dominent ce marché. 5 ans après, malheureusement, on voit bien que pour des raisons de contraintes budgétaires, pour des raisons où l'écosystème, on va dire, entier n'a pas réussi à se mettre en place, tel que ça peut être le cas par contre en Asie, eh bien, on ne parle quasiment plus de l'hydrogène. Et malheureusement, on voit bien que les retards pris ne nous permettront pas de prendre cette place de leadership. Donc nous-mêmes, en tant que société, on doit se réorganiser, on rebalance nos capacités essentiellement en Asie, qui reste très focalisée sur l'hydrogène, avec ce temps long qui est si important pour les entreprises et qu'un pays comme la Chine arrive à maintenir et ne pas réagir au gré malheureusement, mais on peut le comprendre aussi, des contraintes que bien sûr, installer une économie, une industrie nouvelle comme ça nécessite des décennies. Il faut avoir ce temps long pour le faire. Donc on s'adapte, tout comme on s'adapte aussi, ça a été un grand sujet, c'est l'arrivée des voitures chinoises en Europe. Alors, je l'ai dit, la Chine reste aujourd'hui le premier marché mondial, un premier marché qui est aussi en surcapacité et qui utilise effectivement ces surcapacités pour importer des voitures très compétitives à des prix que nos constructeurs européens ne savent pas égaler. Alors, l'Europe a pris une position puisqu'elle a mis en place des tarifs, elle aussi, mais en fait, force est de constater que cela seul n'est pas suffisant. Parce que malgré tout, même avec ce surcoût, ces voitures restent moins chères que les voitures européennes. Et donc, on a ce discours et cet échange très, très fort au niveau européen et au niveau français sur comment mettre en place les conditions supplémentaires nécessaires pour apporter la valeur, c'est-à-dire faire en sorte que ces Chinois viennent aussi s'implanter et utiliser les équipementiers et tout le secteur automobile qui est installé. Et force est de constater que malheureusement, ces discussions, encore une fois, prennent trop de temps. Et le temps, on le sait maintenant, le temps est à l'accélération et on n'a plus le temps de discuter. Il faut mettre en place ces mesures de compensation. Alors, on a beaucoup parlé vous avez évoqué le risque qui pesait sur nos démocraties. Moi, j'y vois donc un
un vrai sujet finalement de leadership. Dans l'intervention d'Éric Scholl précédemment, on a vu beaucoup d'images, mais finalement j'ai vu peu d'images liées à l'Europe. Que fait l'Europe pendant ce temps-là? Et vous nous avez gentiment fait une charmante attention, un petit médaillon, j'ai vu à l'effigie de René Monory qu'on a reçu hier, qui est donc le fondateur, et j'ai vu en dessous écrit « voir loin, agir vite ». Et je pense que précisément, c'est ce qui nous manque en Europe, ou en tout cas qu'on ne le fait pas suffisamment vite comme peuvent le faire les autres. Et donc je pense qu'il est très important, on parle souvent de réaffirmer ceci, réaffirmer cela. Je pense qu'on a un vrai sujet de leadership. Et si on veut pouvoir redonner cette confiance, c'est pas que les entreprises aujourd'hui en Europe ne veulent pas investir en Europe, c'est qu'aujourd'hui les conditions pour donner de la visibilité et cette prospérité ne sont pas réunies. Et force est de constater qu'on doit jouer avec ces deux blocs que sont la Chine et les États-Unis, qui sont pour nous des marchés incontournables. Voilà. Merci beaucoup, Félicie. Un président important de l'AFEP disait il y a peu de temps qu'une entreprise française qui veut être internationale ne peut pas choisir entre la Chine et les États-Unis. Elle doit être présente dans les deux parce que c'est deux marchés très dynamiques. Mais on voit bien dans ce qui est dit, et c'est un sujet qu'on reprendra sans doute avec Éric Dupond-Moretti tout à l'heure sur l'état de droit, c'est qu'on voit bien que les pressions politiques, les sanctions font qu'à un moment, les entreprises doivent se demander si elles restent, si elles ne restent pas, comment elles se structurent. On a vu en Russie, y compris les opinions publiques, y compris les journaux, dire telle entreprise doit quitter la Russie. Donc on voit que les entreprises sont soumises à des pressions aussi extérieures qui sont des pressions de nature politique. Et on voit bien que tout ceci, pour les entreprises françaises, est quelque chose de difficile à gérer. Avec Étienne Giros, on va voir cette idée que la place de la prospérité dans la démocratie. Au fond, un fait nouveau un peu qui est apparu ces dernières années, c'est que des pays totalitaires ont su gérer une certaine forme de prospérité quand un certain nombre de démocraties ont vu une certaine forme d'impuissance et au fond ne plus être attractives pour un certain nombre de pays. Je pense notamment à l'Afrique. Et donc, comment se positionne cette question de la prospérité nécessaire au développement dans les questions, notamment avec ce laboratoire africain, qui est un laboratoire mondial très important, puisqu'au fond, c'est un continent d'avenir, c'est un continent qui va peser terriblement sur notre avenir, et pour lequel, aujourd'hui, la démocratie n'est pas très puissante. Donc, votre analyse sur ces sujets, vous qui avez parcouru des années durant ce grand continent. Merci Jean-Pierre et bonjour à tous. Effectivement, la question mérite d'être posée parce que, en tant que représentant du secteur privé des entreprises qui opèrent en Afrique, quelle est ma légitimité pour m'exprimer sur les questions de démocratie? Je ne suis pas un professionnel de la politique, je ne suis pas un professeur de droit. Eh bien, je vais vous dire que les entreprises qui œuvrent en Afrique, mais pas que en Afrique, mon propos peut être évidemment élargi en dehors de ce continent, sont confrontées en termes de régime politique et de démocratie, à un double problème. D'abord, est-ce que je peux et je dois travailler dans un pays dont le régime est critiquable? Vous l'avez dit, Jean-Pierre, avec la Russie, mais nous, entreprises françaises et européennes, on est confrontés en permanence à ça dans les 54 pays d'Afrique. Est-ce que je dois rester? Les opinions publiques, les ONG, les activistes sont toujours au premier rang pour nous rappeler nos devoirs. Comment pouvez-vous fréquenter tel dictateur? Comment pouvez-vous faire du bénéfice dans un pays où les libertés ne sont pas préservées? Donc ça, c'est une question qui nous importe beaucoup plus en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Et dans nos vieilles démocraties européennes, Éric Scholl le rappelait tout à l'heure, on est le seul continent, j'ai l'impression, dont la cotation de la démocratie a progressé. On a quand même un passé qui évite qu'on se pose ces genres de questions tous les jours. En Afrique, ça n'est pas le cas. Et donc, c'est un sujet très préoccupant pour les entreprises. La deuxième chose, c'est que dans les pays d'Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde, la présence de l'État est très forte. Et il est souvent difficile d'exercer sans avoir des relations avec l'État, avec les questions réglementaires, avec les orientations politiques ou stratégiques qu'il donne à la vie économique et donc à la création de richesses et donc à la prospérité. Voilà pourquoi je pense que c'est un sujet que les entreprises ne doivent pas négliger d'aborder. Sur l'Afrique, ça n'est pas non plus un petit sujet, j'ai l'occasion souvent de le répéter, mais l'Afrique est un continent de choix et de priorités
pour les entreprises françaises et européennes. Juste de 3 chiffres, 5000 entreprises françaises opèrent en Afrique, avec la caractéristique qu'elles s'installent sur place. Le chiffre d'affaires réalisé par nos entreprises en Afrique est de 100 milliards d'euros. C'est plus que le commerce avec les États-Unis, by the way. Et troisièmement, nous employons à peu près en direct plus de 700 000 personnes en Afrique. Et tous les pays confondus, francophones ou anglophones. Donc ça n'est pas un petit sujet, et il mérite donc qu'on s'intéresse 2 minutes à cette question. Ce que je voudrais d'abord dire, Jean-Pierre, en premier point, et là, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, c'est que pour nous, entreprises, la démocratie est le meilleur système. Il n'y a pas d'ambiguïté et nous ne sommes pas dans l'hésitation. Non, mais au fond, on ferait plus d'affaires s'il y avait des dictatures, des régimes autoritaires et soyons laxistes, laissons un peu filer les choses. Non, la démocratie est le meilleur système parce qu'il évite l'arbitraire, parce qu'il définit les règles du jeu, il faut bien un arbitre, et parce qu'il pratique quand même la répartition des richesses d'une manière à peu près, en tout cas qu'on essaye, équilibrée entre les différentes strates de la population. Donc on est en faveur de cela. En revanche, comme tout dans le monde, bien que la manière dont on est à traiter l'actualité aujourd'hui soit extraordinairement simpliste, puisqu'on n'arrête pas de traiter des problèmes complexes avec des solutions simplistes, évidemment cette question est plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que, en Afrique en tout cas, mais c'est partout dans le monde, mais nous, on a tellement l'habitude qu'on ne le voit plus. En Afrique, il faut bien prendre conscience que la démocratie, c'est autre chose et c'est beaucoup plus que les élections libres. Certains commentateurs sont contents des élections libres. Il y a des élections plus ou moins justes, c'est un pays démocratique et on applaudit des 2 mains. Mais pour nous, opérateurs économiques, ça couvre beaucoup d'autres choses, la démocratie. La première, c'est l'état de droit. Sans état de droit, il n'y a pas de création de richesse et de prospérité. L'état de droit, ça veut dire le respect des contrats. Ça veut dire une administration à peu près compétente. Ça veut dire des règles de fonctionnement en communauté qui fonctionnent correctement. Deuxièmement, la démocratie, c'est la stabilité, une certaine stabilité. Ça ne veut pas dire la stabilité politique, il peut y avoir des changements de parti, mais une certaine stabilité. Un investisseur n'investit pas à 6000 km de chez lui en Afrique, par exemple, s'il y a une instabilité chronique. Le régime peut changer tous les ans, les règles peuvent changer, mais je peux vous dire qu'il n'investit pas, il ne va pas investir 30, 40, 50, 100 millions d'euros dans un pays qui peut basculer du jour au lendemain. Donc la stabilité est très importante. Troisième point, qui me paraît presque plus important, et il y a peut-être des gens qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais moi, le point que je vais citer maintenant me semble plus important que les élections libres à tout prix. C'est l'alternance. Dans ces pays, c'est mon avis en tout cas, je pense que le grand mal dont ils peuvent souffrir quelquefois, c'est l'absence d'alternance. Le même clan, le même régime, le même groupe de personnes qui restent au pouvoir pendant 30, 40, 50 ans, alors que le continent a plus de la moitié de la population qui a moins de 24 ans. Comment voulez-vous que ça se passe? Les jeunes voient le train passer. Ils ont 40 ans, 60 ans, 80 ans. Ils ne sont jamais au pouvoir. Ils ne peuvent pas se développer. Donc évidemment, vous ne pouvez pas avoir une démocratie apaisée. Donc l'alternance, qui peut se passer par les élections ou par des raisons ou des motifs ou des manières administratives ou bureaucratiques, mais l'alternance est absolument un point clé. Ensuite, il y a la liberté de la presse. Sans liberté de la presse, à mes yeux en tout cas, vous n'avez pas une démocratie qui peut générer de la richesse. Et enfin, je l'ai cité tout à l'heure, je le répète, c'est très important, une certaine égalité des chances. Égalité, je dis une certaine parce que je ne vise pas l'égalitarisme, mais une certaine égalité des chances. Et là, je vais aussi enfoncer une porte qui va peut-être vous déplaire, mais il faut bien reconnaître que nous avons un adversaire qui est le despotisme ou les régimes autoritaires. Car un certain nombre de régimes peuvent atteindre ces objectifs que je viens de citer, tout en étant non démocratiques, c'est-à-dire en ne réalisant pas des élections libres. Et je vais donner 3 exemples. Le premier, assez connu, c'est en Asie, c'est le Singapour, qui, sous un régime autoritaire mais visionnaire du président Lee Kuan Yew, a réalisé un décollage exceptionnel pendant 30 ou 40 ans. Le deuxième exemple en Afrique, c'est le Rwanda. Je ne porte pas de jugement sur le régime. Je remarque simplement que c'est la même personne qui le dirige depuis maintenant 30 ans. Mais la réussite est là. C'est tout, je dis juste ça. Et troisième exemple, alors là, ce n'est pas un despotisme, c'est une dictature.
Mais la Chine a créé de la prospérité. Donc nous avons à adresser cette question. Inutile de sauter comme un cabri en disant « il faut la démocratie si on veut la prospérité ». Est-ce qu'on met en place ces 5 ou 6 points que j'ai présentés? C'est ça qu'il faut, c'est ce système-là qu'il faut mettre en place. Alors maintenant, si vous me donnez encore une minute, Jean-Pierre. Une minute. Une minute. Je voudrais dire que les facteurs qui permettent la prospérité, donc aux entreprises d'investir, c'est l'état de droit, l'intérêt général, la stabilité et la lutte contre la corruption. Et je terminerai par 2 remarques qui sont assez sur les à-côtés de ce que je viens de dire. La première, c'est que la démocratie n'est pas la condition sine qua non, vous l'avez compris, du décollage économique. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que la question de la démocratie à l'européenne, c'est des élections libres, c'est difficile en Afrique. C'est difficile en Afrique, d'abord parce que les élections sont assez souvent truquées. Alors on se masque un peu les yeux, et les élections c'est formidable, enfin c'est assez truqué. Deuxièmement, il y a une question qui est très importante, c'est la question de l'ethnisme, l'origine des populations et les groupes ethniques, qui sont très forts et très constitués. Le principe de la démocratie élective, c'est un homme, une voix. Quand vous avez une ethnie ou un groupe de population qui est minoritaire, il n'arrive jamais au pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait au bout d'un moment? Il se révolte, il fait sécession et il déstabilise le pays. Donc, c'est une question à regarder, cette question de groupe ethnique. Et puis enfin, il y a la pauvreté et le fait que les États, en général, en Afrique, sont faibles. Et donc, sans État faible, vous ne pouvez pas organiser correctement des élections. Et enfin, dernière phrase, pour dire que l'intérêt général est évidemment primordial, mais il n'y a pas que l'intérêt général. Si dans une démocratie, on ne favorise pas l'intérêt particulier, c'est-à-dire l'esprit d'initiative, que des chefs d'entreprise peuvent créer un investissement et gagner de l'argent en se développant comme ils l'entendent, il n'y aura pas de création de richesse. Qui crée la richesse? Les entreprises. Elles peuvent être publiques ou privées. Je pense qu'il faudrait mieux qu'elles soient privées. Mais ce sont les entreprises. L'État ne crée pas de richesse. L'État, il est l'arbitre. Et donc il faut un arbitre, il faut des règles du jeu qui permettent de travailler ensemble sans être tatillonne et bureaucratique. C'est assez complexe, mais il faut quand même rester sur place. Merci de cette clarté. Merci de cette clarté, cher Étienne. Savez-vous que vous étiez chiracien? Peut-être pas, mais Chirac avait cette théorie que notre démocratie, c'est l'alternance. Parce qu'au fond, il y a plusieurs types de démocratie. Et notamment, il opposait toujours la démocratie représentative qui fait de la représentation la première valeur et nous qui faisons l'alternance. Car notre Assemblée nationale, par exemple, n'est pas représentative comme l'est la démocratie israélienne, où toute famille politique est représentée. Nous ne cherchons pas la représentation parfaite, nous cherchons la capacité de gouverner, mais en offrant régulièrement une possibilité d'alternance. Donc c'est vrai, et on va en discuter notamment cet après-midi sur l'état de droit, sur ce que c'est que la démocratie, parce qu'on peut être inquiet aujourd'hui de voir que les Français ne savent pas forcément aujourd'hui ce qu'est vraiment la conscience de la démocratie. C'est évidemment l'état de droit et l'importance pour nous d'avoir l'alternance et d'organiser un pouvoir qui, quand il est au pouvoir, a les moyens d'agir et qui peut demander, au fond, à lui-même, soit à succéder à lui-même, soit à changer, l'alternance. C'est un point très clé, et pour Chirac, la démocratie, c'était l'alternance, ce qui explique que, par exemple, à son époque, le Front National n'était pas présent à l'Assemblée nationale, alors qu'il était dans l'opinion publique déjà très existant. Mais ce qui comptait, c'est que l'alternance peut permettre de gagner. Nous en venons à ce grand pays qui est là, Corée. Alors, quand on parle de Corée, ça veut bien dire Corée du Sud, mais nous ne parlons que de Corée, parce que pour nous, il n'y a qu'une Corée. Alors, sur la Corée, notamment par rapport aux questions économiques que nous évoquons, avec ces deux grands voisins que sont le Japon et que sont la Chine, qui ne sont pas forcément toujours des amis intimes de la Corée, comment s'organise cette démocratie coréenne? Quelle est la place de la croissance économique, de la réussite de ces grands groupes coréens, les Samsung et quelques autres, qui font un peu la notoriété de la Corée dans le monde entier aujourd'hui? Et ce qui intéresse beaucoup aujourd'hui l'Europe, c'est la place de l'autorité dans la démocratie. Parce qu'on voit bien que ce qui est souvent reproché aux démocraties, c'est de manquer d'autorité.
Et on voit bien que vous êtes capable de mettre en prison vos présidents de la République, vous êtes capable de faire un certain nombre de choses qui impressionnent un peu les autres sur votre vigueur en ce qui concerne pourtant l'exercice démocratique de votre système. Alors, vos commentaires sur ces sujets, cher Philippe Ly. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Jean-Pierre. Merci de cette introduction. C'est vrai que c'est... Il faut parler dans le micro. Bon. Dedans. Dedans. Ouais. Voilà. C'est vrai que d'abord, la Corée aujourd'hui, c'est un pays qui, contrairement à ce qui s'est passé pendant de longues décennies, un pays qui n'intéressait personne ou qui était, on va dire, critiqué, voire vilipendé pour ce système politique dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, la Corée tient le haut de l'affiche et fascine à travers sa culture. Donc, je suis heureux de pouvoir apporter un petit éclairage sur le cheminement de ce pays et sur son devenir, du point de vue du jeu de la démocratie et du point de vue de la perspective de la prospérité. Et les réflexions que je vais livrer font complètement écho aux propos qui ont été tenus précédemment par Mme Burel et M. Giraud. D'abord, sur la vision stratégique et sur la nécessité d'agir rapidement, je crois que la Corée, c'est un pays qui, par excellence, démontre et demande depuis très longtemps, et sa capacité de redressement l'a montré, l'alliage entre la vision stratégique, la rapidité d'exécution, mais je dirais au-delà de ça, l'intensité dans l'exécution, parce qu'on confond souvent rapidité et intensité quand on vit en Corée, quand on travaille avec des entreprises coréennes. On sait ce que c'est que l'intensité dans le travail, dans l'approche des sujets. Et puis le deuxième point, par rapport à M. Giraud, c'est que c'est un pays qui est sorti de la dictature en 1987, après 35 ans d'occupation japonaise, 26 ans de dictature. En 1987, le pays devient démocratique, renaît de ses cendres, mais doit faire face à de nombreux challenges. Donc, quels étaient ces challenges auxquels la Corée a fait face et continue de faire face aujourd'hui? Un enjeu de reconstruction économique, donc après l'occupation japonaise, après la dictature. Le pays était, avant la dictature, pardon, et le pays était vraiment réduit à néant. Donc il y avait un enjeu de sécurité face au Nord, un enjeu de reconstruction économique par rapport à un pays effectivement qui était exsangue. Et la notion de prospérité a été, on va dire, un thème récurrent du discours politique à partir de là. C'est-à-dire que la prospérité, ça voulait dire savoir se défendre, se doter d'une souveraineté militaire, stratégique, économique. Et aujourd'hui, on voit qu'en ayant adopté ce pli, finalement, la Corée reste souveraine et stratège dans de nombreux domaines. Et puis le deuxième point, c'était aussi de se doter d'un appareil économique effectivement efficient et à mesure des années, capable de se développer à partir d'industries qui étaient des industries de base vers ce que c'est aujourd'hui la Corée, c'est-à-dire un pays qui est leader dans de nombreux domaines, y compris technologiques. Donc ça, c'était un peu le cheminement et l'évolution de ce pays. Alors c'est vrai qu'en parlant de dictature, le pouvoir dictatorial a justifié, on va dire, a légitimé pendant de longues années sa durabilité, la permanence de son pouvoir, en expliquant que le pays devait se reconstruire dans un premier temps, être en capacité de faire face aux menaces du Nord avant d'accéder à la démocratie. C'est un discours qui, effectivement, pouvait être critiquable, mais qui, d'une certaine manière, a fait ses preuves, puisque donc, en 1987, je le rappelle, quand le pays arrive à la démocratie, le pays est en mesure de faire face aux menaces du Nord intégralement, et le pays est déjà sur la phase de reconstruction et du succès économique. Donc à partir de là, quelle a été la notion de souveraineté et surtout de prospérité qui a prévalu? Elle a été fondamentalement économique. Et elle reste encore aujourd'hui fondamentalement économique. C'est intéressant de voir un journal télévisé en France et en Corée, parce que quand on voit le journal télévisé en Corée, il y a 2 tiers des sujets qui sont économiques. 2 tiers des sujets qui sont liés à la stratégie,
le pouvoir d'achat, les luttes politiques, effectivement, tout ça, c'est on va dire, dans les sujets couverts par les rédactions. Mais l'économie, la stratégie, c'est toujours des sujets récurrents, des sujets prioritaires. Et je crois que la population se nourrit de tout cela. Donc, la notion de développement économique, qui remonte donc aux périodes que je viens de décrire, c'est aussi le pragmatisme. C'est-à-dire que on veut se doter d'une économie performante, mais pour ça, il faut se dire que la stratégie doit conduire à des résultats quantifiables, tangibles. Et pour revenir sur ce que disait Madame Burel tout à l'heure également, en Corée, on ne peut pas envisager une stratégie, on ne peut pas réfléchir à une stratégie du point de vue purement intellectuel sans se dire et sans se projeter d'emblée sur les résultats, sur ce que ça va donner, sur les outputs, sur la tangibilité et sur la possibilité de quantifier ce qu'on a mis en place. Alors aujourd'hui, l'économie fonctionne, l'économie est la 13e puissance économique mondiale. Quels sont les enjeux? Parce que la notion de prospérité, elle a été fortement teintée d'économie. On peut dire que d'une certaine manière, et on peut déplorer que l'État coréen ait été visionnaire du point de vue de développement de ses économies, mais pas forcément visionnaire du point de vue du développement de sa population et du bien-être de sa population. J'en veux pour preuve les sujets récurrents aujourd'hui, c'est-à-dire baisse de la natalité, place donnée aux femmes, inégalité sociale, ou plutôt déséquilibre sociaux. Et ça, c'est aussi une conséquence du développement accéléré, mais c'est aussi un objectif permanent en Corée, c'est-à-dire c'est la recherche de l'équilibre. Quand vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, des actions judiciaires qui donc, ont émaillé la vie politique coréenne, y compris au plus haut niveau de l'État, c'est aussi, d'une certaine manière, une manière de trouver des correcteurs, trouver un équilibre dans la vie économique, institutionnelle, politique, et de corriger les excès qu'on peut observer. Donc aujourd'hui, je terminerai là-dessus, la notion de prospérité, c'est une notion qui repose encore fondamentalement sur l'économie, sur le business, sur les résultats, mais c'est aussi une notion qui va vers la qualité de la vie, vers un plus grand équilibre, je viens de le dire, une justice sociale, une durabilité. Et puis, c'est ça, je reviens sur le propos introductif, la notion de prospérité, c'est rayonner. Et donc aujourd'hui, la Corée rayonne, donc c'est devenu donc une puissance, on va dire, primordiale dans le domaine du soft power, mais on n'oublie jamais qu'au-delà du rayonnement, il faut des résultats. Et que le rayonnement du soft power doit apporter des bienfaits économiques, des bienfaits culturels aux industries culturelles et créatives, mais aussi à l'ensemble de l'économie par des effets d'entraînement. Et la population, je pense, s'identifie et trouve également une forme de reconnaissance, se reconnaît dans les objectifs et dans les grands plans stratégiques qui sont amenés par le gouvernement, y compris donc ce qui concerne aujourd'hui le rayonnement de la Corée et sa puissance dans le domaine du soft power. Merci Philippe. On retiendra notamment cette différence qui fait que dans un journal télévisé français, on parle très peu d'économie. Et donc c'est quand même, quand on voit les écarts de compétitivité, je reviendrai sur ces questions avec vous tout à l'heure, mais je pense que c'est quand même très important de bien mesurer que là, il y a peut-être un déficit de conscience en matière économique pour ce qui est de notre pays. Alors, Monsieur le Président Monteiro, vous êtes portugais, entrepreneur, patron des entreprises. Comment vous voyez cette place de l'économie dans le redressement portugais? Il y a eu des efforts considérables quand on voit que nous, on engage pour un certain nombre de mesures qui ne sont pas encore toutes menaçantes, on engage des réactions politiques majeures. On a vu que le Portugal, avec courage, a pris un certain nombre de décisions qui ont donné un certain nombre de résultats. Alors, quelle est l'analyse un peu que vous faites aujourd'hui de la place de l'économie comme levier d'un redressement qui paraît pour la France aujourd'hui assez inaccessible, alors que le Portugal et d'autres pays l'ont réussi? Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à toutes et à tous. J'ai appris cela avec les hommes politiques. Avant de vendre la marchandise que vous voulez m'acheter, il faut que je vende celle que j'ai préparée
Alors, j'aimerais bien... j'ai préparé quelques notes. Allez-y, allez-y. J'aimerais bien commencer par là. Alors, ce 20e forum est dans cette idée de la démocratie, la prospérité. Je voudrais commencer par là parce que bien sûr, il est urgent de repenser l'avenir de la démocratie en prenant comme point de départ, non pas la démocratie, à mon avis, mais l'avenir. Et c'est par là que je voudrais commencer, en parlant de l'avenir. Parce que en parlant de l'avenir, en prenant comme point de départ, non pas la démocratie, mais l'avenir, c'est parler de ce que nous savons, nous soupçonnons ou prévoyons de l'avenir et comment cela conditionne, menace ou stimule la démocratie. Alors, la discussion sur l'avenir et de la démocratie est un sujet récurrent et bien sûr, il a même acquis une certaine musicalité et redondance. Et il me paraît qu'il relègue l'avenir au rang d'acteur secondaire, voire même de figurant. Et ce matin à Poitiers, cette ville très engagée pour le renouvellement démocratique, je souhaite partir de l'avenir en lui accordant la dignité si souvent refusée que nous permet d'examiner ses implications pour le fonctionnement de la santé des démocraties. L'avenir est souvent non incrémental. Contrairement à la nature, il fait des bonds. Il est tentant d'exiger des mécanismes sociaux tels que la démocratie, la même capacité à faire des bonds spectaculaires devant nous et à notre demande. Mais nous avons un dilemme. Et le dilemme, c'est que la démocratie est particulièrement efficace pour décourager la révolution et la violence. C'est une machine compétente pour légitimer des formes imparfaites de prise en charge du bien commun, mais il y a un prix à payer pour l'inclusion et le respect de la différence propre de la démocratie libérale. Son imperfection dans l'action, sa difficulté à faire des bons, c'est le prix à payer. Alors, nous devons réfléchir entre un peu la démocratie abstraite et décolorée de Rousseau et la démocratie imparfaite et procédurale de Schumpeter. Mais je voudrais parler des 4 cavaliers de l'avenir. Après une période d'accalmie apparente, l'avenir semble avoir subi une accélération et une désorganisation qui déconcentre et effraie. Parmi la cacophonie croissante des avenirs réels et imaginaires, nous devons mettre en évidence certains domaines de transformation clairement profilés. J'aimerais projeter l'avenir en 4 domaines d'action. La prospérité, la mondialisation, la démocratie et la technologie. Alors, la prospérité n'existerait pas, nous le savons tous, sans les contributions de la technologie et de la mondialisation. La démocratie, dans ses aspects vieillissement et migration, est le résultat de cette prospérité et sa répartition inégale. Les scènes du futur sont interconnectées, se renforcent et s'influencent mutuellement, mais bien qu'imparfaite, cette division du futur en 4 grandes lignes est à mon avis utile. L'avenir travaille sur au moins 2 fronts. Premièrement, il rend possible et accessible des choses nouvelles dans le domaine de la technologie et de la rationalisation. Deuxièmement, en transformant non seulement le possible, mais aussi les conditions de vie individuelles. L'avenir élargi de ce que nous voulons, non seulement dans le sens du possible, mais aussi dans celui de nouveaux impossibles. J'aimerais attirer l'attention sur 2 aspects de l'avenir. La production de l'avenir, dans le sens de l'augmentation du possible, et la consommation de l'avenir dans le sens de la variation du désir. La prospérité, la bonne vieille nouvelle la plus importante de cette société, bien sûr, c'est la prospérité, l'augmentation soutenue des ressources matérielles accessibles à l'individu. Cette grande prospérité relative des sociétés libérales, en particulier en Europe et aux États-Unis, est évidente lorsqu'on la compare à leur passé ou à la situation des pays contemporains moins prospères. Historiquement, la démocratie s'est bien accommodée de la prospérité, surtout lorsqu'elle était repartie équitablement.
Dans la prospérité relative de certaines cités-États grecs, comme dans les pays industrialisés de l'après-guerre, la démocratie semble être la fille préférée de la prospérité. Le progrès matériel que nous appelons prospérité a des conséquences à deux niveaux. Du côté des possibilités, il génère une abondance de ressources qui élargit le champ de possibles et donc du choix. Du côté des volontés, il alimente les préférences et génère des attentes de biens communs qui ne sont pas tous réalisables. Certaines de ces préférences changent avec le temps et contrastent même avec la volonté des électeurs des démocraties du passé. Jusqu'à présent, l'équilibre entre les possibilités et les désirs, et je souligne cela, l'équilibre entre les possibilités et les désirs n'a pas fait perdre de terrain à la préférence pour la démocratie comme méthode de décision et d'exploitation du bien commun. Alors, là, il faut mettre aussi cette idée que la démocratie en tant que productrice de diversité et de tolérance ne semble pas menacée pour l'instant. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on en tienne au sérieux, la satiété et le symbolique. L'une des conséquences de la prospérité continue est la relative satiété, du moins en ce qui concerne les besoins les plus immédiats. Dans cette société du spectacle et du divertissement, la démocratie a progressivement perdu le sceau de l'enthousiasme, de la nouveauté, la valeur transformatrice de l'expérience. Une grande partie de l'abstention ne constitue pas une critique du système ou de ses responsables, mais simplement une envie de plage et de temps libre. Sous les pavés, la plage annonçait les enfants de la grande prospérité de l'après-guerre. Et ils avaient tout à fait raison. Mais si la plage est aujourd'hui le terrain merveilleusement réconfortant des loisirs et du virtuel. L'éloignement des citoyens des mécanismes formels de participation politique traduit un éloignement, voire une aliénation propre à une société libérale où la démocratie vit du confort et se nourrit davantage de la prospérité, de la tolérance distraite, de la participation politique. Je termine, Monsieur le Premier ministre, oui, en parlant un peu pour la situation de mon pays, le Portugal. Le Portugal est un pays âgé de 9 siècles et nous en sommes très fiers. Nous avons les frontières les plus anciennes de l'Europe, je pense à peu près comme la France. Mais vraiment, on est libre que depuis 50 ans, après la révolution des œillets. Alors on a vraiment commencé à faire l'économie que dans les dernières 50 ans. Avant, on avait une présence internationale, surtout parce qu'on était dans les territoires qu'on gérait d'une façon administrative, c'est-à-dire les ex-colonnes. Et là, on a pris succès l'internationalisation. La devise de la dictature, c'était « soyez honnêtes et restons pauvres ». Et nous, on veut rester toujours honnêtes, mais il n'y a pas besoin de rester pauvre. Alors, ce qu'on a pris, c'est notre destin en main et on a essayé de faire une transformation. Et quelle transformation? C'est basé sur 3 aspects. La confiance entre les agents sociaux, le partage et le compromis. Il ne peut pas y avoir de compromis si on n'a pas de confiance entre les agents. Et bien sûr, il n'y a pas de confiance si on ne partage pas. Alors, c'est ces 3 piliers que nous avons proposé un pacte social, un nouveau pacte social. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme dans la révolution industrielle où si quelqu'un voulait avoir quelque chose, il faudrait le quitter à d'autres. Là, l'idée, c'est augmenter les frontières de possibilités, c'est-à-dire augmenter la richesse et mieux la partager. Et c'est avec cette utopie possible, si j'ose dire, qu'on a réussi à faire un compromis dans la société portugaise pour qu'on sorte de l'état où on était et on arrive à un moment que ceux qui visitent le Portugal ces jours-ci, bien sûr, ils se rendent compte qu'il est très différent de ce qu'on était quelques décennies ou quelques ans auparavant. Alors, c'est surtout cette volonté de partage, de compromis, mais on
commençons pour la confiance. Merci. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses intéressantes et on voit qu'on peut être chef d'entreprise et philosophe à la fois. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est cette idée d'avenir. Quand vous pensez que dans notre démocratie, on avait dans notre organisation, notre 5e République, des structures qui parlaient de l'avenir, qui travaillaient l'avenir. Je pense à la DATAR, je pense au plan. Toutes ces structures ont disparu progressivement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de lieu aujourd'hui où l'avenir est présent dans notre institution et dans notre exécutif. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais globalement, les préoccupations d'un Olivier Guichard à l'époque et de quelques autres, moi quand j'étais jeune président de région, je n'aurais pas raté un rendez-vous avec la DATAR, parce que c'était là où on nous rendait intelligents, on nous donnait des études, on nous aidait à grandir. Et on n'a plus aujourd'hui ces études de prospective, de remarques. Et le Futuroscope est né de ce besoin et on voit bien qu'il y a un certain nombre de fragilités. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste avant d'écouter un message qui nous vient, une vidéo qui nous vient du Venezuela sur justement ce que le Global Sud, ces pays, appelle aux autres pays qui sont aujourd'hui aux manettes du pouvoir, un mot de Félicie et de Philippe, mais et des autres s'ils le souhaitent. C'est sur cette idée de souveraineté que vous avez posée. Comment se positionne cette idée? Parce que Samsung en France est coréen. Total en Chine, est-elle française ou est-elle chinoise? Comme nos grandes entreprises, au fond, ont tendance quelquefois à être intégrées au territoire. Comment travailler cette souveraineté? Parce qu'on voit bien que Total, dans le passé, ils ont un petit peu de capital, pas beaucoup américain, mais ils font très attention à ce que les États-Unis disent naturellement en permanence, et c'est la pression américaine. Donc comment être une grande entreprise mondiale avec des racines françaises et de participer à la souveraineté française? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que la Corée, est-ce que c'est vrai comme ça que par exemple Samsung est aujourd'hui dans un soft power coréen? Alors, Félicie d'abord, et ensuite Philippe. Alors, effectivement, donc, comme on est présent aujourd'hui, on a 150 usines dans le monde, on est présent dans 28 pays. Donc, bon, déjà, la base, c'est dans ces 28 pays, répondre à la loi locale. Et ça, il n'y a pas de discussion sur le sujet. Ensuite, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a vraiment des stratégies technologiques et des stratégies produits qui sont très spécifiques à ces 3 différents marchés, Nord-Amérique, Europe, Asie. Et donc, il en va de notre pérennité et de notre développement dans le futur, de savoir s'adapter et offrir quelque chose qui correspond aux besoins de ces marchés-là. J'évoquais le sujet de l'hydrogène. Aujourd'hui, on prend des positions de leadership sur là où le marché se déploie, effectivement plus en Asie aujourd'hui que dans le reste du monde, mais ça reste aujourd'hui pour nous comme objectif, prendre ces prises de position, développer ce leadership technologique et on l'espère dans le futur pouvoir le développer ailleurs dans le monde. Donc je pense que oui, on doit pouvoir à long terme, il faut savoir naviguer par ces cycles, parce que malheureusement, le genre de développement de ces technologies, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière linéaire, il y a des à-coups, mais il faut pouvoir rester agile, s'adapter. Alors on parle de right sizing dans notre industrie, c'est s'adapter aux besoins au moment donné, mais pour pouvoir, quand les opportunités se présentent, le développer globalement. Donc j'espère que... Est-ce qu'un salarié américain de OP Mobility a le sentiment de travailler dans une entreprise américaine ou dans une entreprise française? Aujourd'hui, chez OP Mobility, dans une entreprise française, parce qu'en plus, on a la particularité d'être une entreprise familiale, qui marque profondément, je dirais, la culture de l'entreprise, et parce que je pense que, comme toute société familiale, on a cette caractéristique d'avoir un temps plus long, oui. Avec cette notion de stratégie. Pourquoi? Pour quel projet? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez différenciant par rapport aux autres sociétés. C'est surtout dans une société comme l'automobile, on parlait de problèmes
de carrière. Aujourd'hui, l'automobile n'est plus forcément aussi attractive qu'elle l'était dans le passé. Il n'y a pas que dans la politique, il y a ces sujets-là. Et donc donner un projet dans le temps long, mais aussi montrer à quel point on peut contribuer au niveau social, au développement de communautés au niveau régional, contribue à faire à naître, pour nous c'est culturellement très fort. Donc c'est une société française. Mais ce qui veut dire quand même que pour promouvoir la souveraineté, mieux vaut aussi avoir des entreprises à dimension familiale. Disons, la dimension familiale facilite la souveraineté. Évidemment, le partage dans le capital fait qu'il y a des influences en compétition. C'est ce qui, je pense, aujourd'hui, on a besoin, toutes les sociétés, pour pouvoir se développer, pour se pérenniser, ont besoin de visibilité, d'être dans le temps long. Et c'est vrai qu'il y a cette particularité dans les sociétés familiales, où c'est assez lié. Et on est, en tant que société, bien sûr, du coup, beaucoup plus enclin à pouvoir allouer notre capital dans des régions, des pays où effectivement cette notion de planification et de temps long est privilégiée. Ça, c'est très important, la notion du temps long et la dimension familiale. Philippe, oui, alors, rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Je pense que effectivement, le trait caractéristique de la Corée et ce qui sous-tend son développement et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est quand même cette vision stratégique. C'est d'avoir tiré les leçons du passé et des errements du passé. Je parlais tout à l'heure de l'occupation japonaise, mais avant l'occupation japonaise, il y a eu des décennies où la Corée était ballottée d'une certaine manière entre les puissances occidentales, la Chine, le Japon, qui faisaient la loi et qui maîtrisaient, on va dire, tous les canaux économiques, commerciaux, stratégiques dans la région. Donc à partir de là, une volonté farouche de se doter d'une souveraineté, d'être capable d'assumer son destin. Et ça, je crois que c'est le plan qui a été élaboré dans les années 60 par le pouvoir et par le président Park, c'était aller vers une maîtrise de l'outil industriel et, à partant de là, d'une certaine maîtrise technologique. Et très rapidement, la maîtrise technologique est apparue finalement comme une condition de survie d'un pays qui est doté de peu de ressources, qui a vécu les vicissitudes que je viens de citer. Donc, quand on regarde aujourd'hui ce qu'est la Corée du point de vue manufacturier industriel, 40% du PIB, c'est l'industrie quand même, l'industrie locale. Et la place de la famille dans l'industrie locale ? Alors, la place de la famille, Samsung, c'est une famille ? C'est fondamentalement des groupes qui ont été fondés par des familles qui n'ont pas forcément aujourd'hui une prépondérance dans le capital de l'entreprise, mais qui gardent une influence, on va dire, de légitimité historique et puis de résultats. Parce que je parlais des résultats. Si vous n'avez pas les résultats en Corée, vous ne survivez pas. Donc un Samsung n'aurait pas survécu avec une famille qui n'aurait pas été incapable de diriger correctement l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Et puis les grands plans stratégiques dont vous parlez tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, on les a encore aujourd'hui. Il y a un grand plan stratégique coréen sur l'hydrogène, auquel participe l'entreprise OP. Il y a des plans stratégiques sur l'IA. Il y a des plans stratégiques massifs sur les semi-conducteurs. Donc, chaque fois qu'il y a des gisements d'avenir qui sont décelés, on met le paquet. Et je dirais qu'il y a une espèce de connivence entre l'État et les entreprises. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup de cas, il y a une concertation préalable. En fait, l'État ne décide jamais seul. L'État décide avec les entreprises. Et puis, le dernier point que je voudrais soulever ou mettre en exergue, c'est qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui comment se comporte l'Amérique, ça valide d'une certaine manière la position et l'approche qui a été faite par la Corée d'un certain patriotisme économique. Parce que le patriotisme économique n'a jamais été vécu comme quelque chose de trivial, comme quelque chose de néfaste. C'est quelque chose dont on peut être fier finalement. On prend des mesures qui sont parfois contestables en mesure d'accès au marché, de comportement par rapport aux conventions internationales, mais globalement, il y a cette notion que le pays, les intérêts du pays, la patrie doivent prévaloir. Le dernier mot. Oui, une très brève remarque. Nous sommes confrontés à cette question de la souveraineté et donc de la nationalité des entreprises. Et pour moi, au moment maintenant que le capital est dans le public, sauf quand ce sont des groupes familiaux, mais quand le capital est dans le public,
Je pense qu'il ne faut plus utiliser le critère du capital et la détention du capital pour définir la nationalité d'une entreprise. Total, de ce point de vue-là, n'est pas français. La majorité du capital de Total est détenue à l'étranger par des fonds et autres. Et presque tous les grands groupes, français et européens, c'est le cas. Et d'ailleurs, ça va, ça vient, ça peut changer. Donc comment définir la nationalité et donc la souveraineté d'une entreprise? Pour moi, pour 2 critères. D'abord, où se trouve son siège opérationnel? Non pas son siège social, qui peut être en Hollande, au Delaware ou je ne sais pas où, mais son siège opérationnel. Où se prennent les décisions? Dans quel pays quand même? Parce que ça compte. Il y a la culture du pays qui s'impose. Et deuxièmement, qui dirige l'entreprise? En gros, quelle est la nationalité majoritaire? Et donc, quand des groupes français, par exemple, délocalisent leur direction en Asie, aux États-Unis ou à Dubaï, ça n'est pas bon pour notre souveraineté, je pense. Alors après, une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas non plus se tromper sur l'ampleur et les capacités possibles de la souveraineté. La vraie souveraineté et le vrai juge de paix de la gestion d'une entreprise, ça reste quand même son bon fonctionnement et sa rentabilité. Je veux bien qu'on soit patriote, mais quand les politiques ou le système démocratique nous dit préservez le pays et restez, gardez vos usines, en France par exemple, mais bien entendu, mais n'empêche que si on a un coût de production de 20% supérieur, on peut le faire, mais ça va s'arrêter, ça ne va pas durer longtemps. Donc il faut toujours faire l'arbitrage entre le patriotisme, que je défends absolument à fond, et aussi l'équilibre économique. Et enfin, je n'ai pas quand même dit un mot, qui est celui de la langue. Quel est le corporate language? Vous voyez, quel est le corporate language du groupe? Et là, en France, malheureusement, je peux vous le dire, je crois qu'on a perdu. 5 slots, monsieur Étienne. Merci beaucoup. On a beaucoup souhaité qu'on puisse entendre ce message qui est quand même un message d'espoir d'une grande économiste qui travaille beaucoup dans les organisations du Sud global. Et cette confiance qui est dans cet appel sur l'Europe à repenser un modèle mondial qui soit plus juste, plus ouvert, mais c'est une mondialisation nouvelle. On voit bien aujourd'hui que le retour des États risque de casser toute cohérence. Ça revient un petit peu à ce qu'on a déjà vu dans nos débats précédemment, c'est-à-dire le recul du droit, parce que là, c'est un ordre nouveau que nous pensons, plus durable, plus ouvert sur l'environnement, etc. Donc c'est une vision d'une nouvelle mondialisation plutôt que de l'éclatement de la mondialisation avec un retour au rapport de force général que nous sommes en train de connaître.